Bon, je laisse vous. Alors, je me représente, Éric Dancin, pneumologue à Lille, et je laisse présenter l'homme avec qui on va faire un tandem. Oui, Allez-y. absolument. Alors, donc moi, je m'appelle Joël Caron. Je suis un patient TNE, bien sûr, sinon je ne serais pas ici aujourd'hui. Et effectivement, avec Éric Dancin, nous allons voir un petit peu le point de vue, et vraiment côté patient et le côté soignant. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à certainement améliorer, parce que tout est perfectible. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, on a convenu d'un topo en commun. Vous verrez, M. Caron, de temps en temps, va me donner des grands coups de coude. Ça veut dire qu'il veut intervenir à très juste titre. Donc, le support, c'est celui que j'ai préparé, mais c'est en collaboration. Et à chaque fois, M. Caron, intervenez sur cet aspect, puisque vous avez compris, le but, c'est ce patient expert. On va en parler. J'apporte le côté professionnel et M. Caron, le côté patient. Quasiment avec le mot truc tout à l'heure, on a fait le débat. Et donc, notre topo est terminé. Merci, au revoir. Ben, c'est bien. Voilà. Non. Mais non, mais parce qu'on est au cœur du problème. On est au cœur du problème. Alors voilà. En tant que médecin, je suis obligé de vous présenter ça. Je n'ai pas de lien d'intérêt ou ni de conflit d'intérêt avec le sujet que nous abordons. Et M. Caron, c'est pareil. On s'est dit qu'on allait travailler à travers 3 thématiques, sommaire en quelque sorte de cet exposé, mais Lolo, c'est vraiment bon. En intéressant. fait, Alors, le concept, la poste est il y a venue peu me le de ramener, donc c'est bon, on n'y va dès pas à qu'on la voit poste. une Merci, main, un tout à l'heure. micro qui s'allume, on réagit. Les attentes. Qu'est-ce qu'il y a comme attente? Et vous verrez qu'elles sont nombreuses de ce patient expert. Mais quelle définition, en fait? De quoi parle-t-on? Parce que vous allez voir, il y a beaucoup d'attentes, mais on attend quoi? Et enfin, des perspectives et des aspects concrets. Et à chaque fois, je vous le dis, M. Caron interviendra pour apporter son point de vue. Alors, en tant que professionnel, les attentes de ce patient expert, même si on va aller vers la définition après, mais quand même, les attentes, elles sont fortes. Il y a 4 niveaux, à mon avis, d'attente. Mais j'en ai certainement oublié. Mais notre société, la société, l'ensemble de nos contemporains attendent beaucoup. Ils ne sont pas toujours patients, au sens maladie, mais ils attendent beaucoup. Nos instances médico-administratives, et la France est forte pour ça, vous êtes d'accord, on a un bon outil, attendent aussi beaucoup du patient expert. Nos établissements de santé, vous voyez, comme si un peu j'allais vers l'entonnoir comme ça. Les établissements de santé, vous le verrez, attendent beaucoup de ce patient expert. Et je dis patient, et aussitôt, M. Caron peut compléter, il n'y a pas que les patients. Non, il y a surtout les aidants qui ont une place extrêmement importante, je pense, dans le suivi de nos pathologies. Sans nos aidants, enfin, là, je parle pour moi, mais je pense que c'est la grosse majorité, sans nos aidants, on a beaucoup de mal à avancer. Parce que je reviendrai à la première position sociétale, c'est que dès qu'on annonce qu'on a ce type de maladie, on est rejeté par la société. Vous dites aux gens, j'ai un cancer, alors c'est fini, on devient persona non grata partout. Enfin, je pense qu'il doit y avoir de nombreux témoignages ici. Et les amis, on les compte sur les doigts d'une main ou d'une demi-main parce que ça défile très vite. Donc, on a besoin de cette reconnaissance de patients autorisés et sans aucune mise de côté. Et vous verrez qu'il y a, on pourra insister ou répondre à vos questions éventuellement, il y a un 4e niveau d'attente par rapport à ce patient expert, ce sont les équipes médicales et paramédicales. Il faut qu'on soit dans l'aveu, médicalement, dans l'humilité de dire nous avons vraiment besoin de vous parce qu'il y a une époque qui change, il faut intégrer cette notion de patient expert. Alors, je décline en une seule diapositive cette attente. La première, c'est sociétal. On s'accroche à un train qui est parti dans d'autres pays depuis plus longtemps. Je pense à la culture canadienne, à la culture suisse, où depuis longtemps, ils ont intégré cette compétence des patients. Intégration, ça veut dire prise en compte. Ça ne veut pas dire on a constaté qu'il y a des patients. Ça, effectivement, le corps médical constate qu'il y a des patients. Mais de là, constater et intégrer et à les impliquer, il y a autre chose. Et donc, il y a toute une littérature scientifique. Le but, ce n'était pas de faire trop savant. D'accord, on n'allait pas, pas faire de la bibliographie. Mais il y a quand même des pays, et donc ces pays nous guident. Ils ont une expérience, il faut qu'on l'écoute. Voilà. Et je pense aussi aux Anglais qui même ont un système de santé beaucoup plus restrictif que le nôtre, mais en tout cas, ils ont une expérience. Dans le paysage français, qu'en est-il? Vous voyez que c'est 2016, donc c'est pas si nouveau que ça, et en même temps, comme c'est un choc culturel, pensez bien que les chocs culturels, ça ne se fait pas, les changements ne se font pas si rapidement que ça.
Simplement, la création de l'Institut français de l'expérience patient, Institut français de l'expérience patient, vous voyez, qui se donne comme objectif de faire de l'expérience patient un levier de transformation du système de santé. C'est haut comme ambition. C'est de la haute littérature. Voilà, effectivement. Un institut qui travaille sur cette thématique 2016. Donc, c'est un peu des petits cailloux qui sèment comme ça. Des petits cailloux qu'il ne faut pas mettre dans la vésicule, il faut les mettre sur le chemin. 2018, notre président de la République présente le plan santé. Et dans ce plan santé, à côté de mesures que vous connaissez ou ne connaissez pas, des mesures techniques, OK, mais il y a aussi la place du patient qui est clairement identifiée. Donc, c'est vous dire, quand je parlais de société, le plan santé, ça concerne l'organisation des soins en France. Donc, accroître la prise en compte de l'expérience patient pour améliorer la qualité et la pertinence des soins. Et enfin, on décline en 2023, avec M. Caron, on a repéré ce colloque international sur l'expérience patient comme levier structurant des services de santé. D'accord? Donc, quand on parle d'initiative d'un institut qui se crée jusque des congrès internationaux, c'est vous dire que beaucoup de gens attendent ce patient, cette patient expert. Alors, en termes d'attente médico-administrative, est-ce que ça a été métabolisé par nos structures? La réponse est oui. 2002, la loi relative aux droits des patients, d'accord, mais on n'était pas encore dans l'expression à l'époque du patient expert. 2004, ça commence avec une circulaire qui va favoriser la création de comités des patients. Vous savez comme moi qu'il y a les structures, la CDU, la commission des usagers, mais les commissions des patients, ce n'est pas pareil. D'ailleurs, à titre anecdotique, il y a des fois des comités des usagers qui disent « mais nous sommes là ». Et le patient expert n'est pas là pour contrecarrer la CDU, mais ce n'est pas pareil. Et donc, dans mon établissement, il y a eu une discussion comme ça, chacun a sa place. 2009, un texte sur la démocratie sanitaire, hein, quand on élargit, on quitte le duo docteur et patient du cabinet, on est en termes de démocratie sanitaire. Et ensuite, un truc très concret pour nos établissements et donc ces structures médico-administratives, c'est la nouvelle certification. Vous savez que tous les X années, les établissements de santé doivent être agréés, certifiés. Et il y a une nouvelle version, avant c'était très technique, il y a une nouvelle version qui, parmi les 4 objectifs, c'est bien évidemment la qualité, la sécurité, OK, mais il y a cette fois-ci l'engagement des patients. Avec 2 niveaux dans cette certification. Une certification, ça veut dire des experts indépendants, la haute autorité de santé, débarquent dans les établissements, vivent ça. Ça fait beaucoup de travail et il faut que l'établissement soit agréé parce que sinon, il ne peut plus continuer de travailler. Et donc, il y a une demande cette fois-ci sur 2 niveaux. Le niveau individuel, bien évidemment, les experts vérifient que les patients, au niveau de leur prise en charge, ils sont bien informés. Est-ce qu'ils participent à leur projet de soins? Et bien évidemment, il faut qu'on les écoute. Mais il y a aussi une prise en compte de l'échange collectif. Et les experts de l'HAS doivent vérifier est-ce qu'il y a recueil de l'expression de l'attente du patient, expertise, appui sur son expertise, il faut qu'on le laisse parler et puis qu'on prenne en compte ce qui se passe. Et puis, bien évidemment, de façon plus proactive, on recherche la contribution de ces patients experts. Ça peut peut-être poser problème. Je vais donner un grand coup de coude maintenant, en disant, alors, est-ce que cette information, vraiment, elle existe? Est-ce que ce ne sont pas que des mots, c'est un magnifique tableau, hein, mais est-ce que tout ça, ce n'est pas que des mots? Est-ce que ce n'est pas que de la théorie? Est-ce que vraiment, on a cette symbiose entre le patient et le soignant? Je ne crois pas. Honnêtement, c'est mon expérience, mais c'est celle de beaucoup de patients que j'ai au téléphone qui me disent, mais en fait, on ne nous écoute pas. Je pense que les soignants que vous êtes et dont nous avons besoin, hein, parce que si vous n'êtes pas là, on est mal barré quand même, vous êtes dans une structure, mais vous avez aussi beaucoup de choses à faire. Enfin, chacun a beaucoup de choses à faire, chacun a une bonne raison de faire ou de ne pas faire quelque chose. Mais j'ai l'impression que vous êtes dans un couloir et on vous dit: «Il faut voir, il faut écouter», mais je ne sais pas si c'est vraiment fait, en fait. C'est pas l'impression que j'ai. On a beaucoup de patients qui disent: bah, moi, si je ne suis pas mon histoire, bah, personne n'est au courant. Et on a l'habitude de dire dans notre association, qui est la PTED, c'est notre projet de vie. Et la vie, c'est la nôtre. Et le projet, on doit le gérer et en parler avec le soignant qui est là. On n'a pas à se laisser imposer, même si au bout du bout, c'est bien souvent ce qui se passe, hein, mais des protocoles, des traitements, des choses comme ça, sans qu'on ait une quelconque explication. Alors, je pense que ça, c'est effectivement, c'est magnifique, hein. Je ne sais pas si c'est vraiment effectif. Alors, effectivement, ça serait le comble de dire que ça y est,
parce que votre vécu est essentiel. Mais je pense qu'on est à une étape importante. Il y a vraiment une prise de conscience collective, collégiale, quand les structures aussi, les gouvernances des hôpitaux créent les conditions pour que ce soit pris en compte, c'est l'amorce d'un processus. D'accord? Et je pense que ça serait effectivement langage correct, politiquement correct, comme on dit, de dire que ça y est, c'est partout, c'est acquis. Et dans ce cas-là, ça serait méconnaître votre sensation qui doit refléter la réalité des choses. Mais je pense que quand les constructions, quand on va au-delà de l'initiative individuelle, par exemple du professeur qui a créé l'université des patients experts, ça c'était un combat d'une personne. Quand on voit que maintenant ça transparaît dans la société, dans les jeunes formations, on va parler du patient expert sur la formation des soignants. Donc vous allez être les propres vecteurs de la prise en compte de cette attente qui est totalement légitime. Donc, vous voyez qu'on l'attend au niveau médico-administratif, mais on l'attend aussi au niveau des équipes. Et ça renvoie bien à cette question. À partir du moment où, plutôt que d'apparaître comme celui qui va, entre guillemets, contrarier nos structures et notre pratique, et à qui on doit apporter la bonne nouvelle et le savoir médical, on va se dire que réflexion faite, si je vous écoute, j'y retire un bénéfice. Et donc, ce donnant-donnant, qui a déjà été beaucoup travaillé sur les Canadiens, apparaît maintenant. Et à travers ces diapositives, je voulais vous montrer le souhait d'implication des professionnels de santé dans cette dynamique du patient expert. Vous voyez, 94% sont partants. Alors, 94% sont partants pour s'intéresser. Ça ne veut pas dire que 94% peuvent le faire et sont au top. Mais il y a quand même ce sondage-là qui montre que c'est important. Et ce sondage est fait par l'Institut français d'expérience patiente. Et moi, je dirais qu'à ce moment-là, les professionnels, est-ce qu'ils peuvent le faire d'un point de vue de leur disponibilité? Parce que écouter le patient, c'est quand même chronophage, je pense. Et moi, je vois dans mon expérience, j'ai suivi, comme ça tombe beaucoup chez nous, de patients, des chimios, des choses comme ça. Et à chaque fois, on ne voit pas toujours le responsable, mais l'interne qui a été délégué, qui n'est pas le même celui du mois précédent ou du mois d'après, et à qui on doit pratiquement réexpliquer notre histoire. Pourquoi? Parce que la personne en charge de votre suivi médical, strictement médical, il n'a pas le temps. Et on peut comprendre, il a juste donné son feu vert pour déclencher une chimio, pour déclencher un traitement, et c'est bien, c'est sous son contrôle que ça doit être fait, mais après, il n'y a pas le suivi. Et ça, c'est important. On se sent, par moments, délaissé à cause de ça. On dit, mais comment se fait-il que je ne vois pas le professeur machin ou le docteur truc? On parlait de truc tout à l'heure, mais c'est ça, quoi. Pourquoi je ne le vois pas alors que pour moi, c'est important? Oui, il y a une main qui se lève. Juste un commentaire par rapport à ça. Est-ce que c'est pas non plus le patient qui ne s'autorise pas à demander du temps aux soignants? Est-ce qu'on ne peut pas rejeter toute la faute sur les soignants? Ah, mais Moi, je je dis faut pas souvent que je suis une rejeter, oui. patiente impatiente. Ça ne veut pas dire que je veux toutes les Ouais. informations tout de suite, mais j'estime que la relation que j'ai avec mon oncologue, elle va dans les deux sens. Ouais. Et j'ai la chance peut-être d'avoir quelqu'un qui m'écoute en face, mais j'ai cherché la bonne personne. Alors On est peut-être que d'accord. parfois on n'a pas le choix. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est notre projet de vie. Et dans notre projet, on doit être interactif. Et effectivement, on ne doit pas être simplement consommateur. On doit être acteur. Et c'est vrai qu'il faut aussi provoquer son soignant en disant monsieur, madame, monsieur, j'ai besoin de vous voir, on a besoin de discuter. Mais je crois qu'il y a C'est beaucoup important. il y a beaucoup de personnes qui ne s'autorisent pas parce qu'il y a une blouse blanche en face Qui n'osent pas. et qui n'osent pas. C'est peut-être un problème de génération, je ne sais pas. On est encore Moi, à l'époque des mandarins, quelque part. Voilà. Et je pense que... Je ne veux pas être offensant, Non, non, disons, à mais l'époque de des toute façon, mandarins. le débat est là. C'est tout l'impact, quand je parlais de culture des pays qui avaient plus d'avance sur ça, c'est-à-dire le fait de rentrer dans sa maladie et de revendiquer des choses. Alors, le corps médical, ça peut se comprendre, c'est transposable dans d'autres domaines de la vie, n'aime pas l'implication, l'invasion, parce qu'effectivement, il y a des contingences. Mais quand on s'aperçoit que ce n'est pas ça, c'est pas je veux capter le to-be rien que pour moi, mais je veux capter le to-be pour participer à ma prise en charge, ça va devenir synergique. Et c'est d'ailleurs le thème, c'est pour cette raison, ce n'est pas simplement de l'évangélisme, parce que les équipes ont remarqué que, impliquant le patient, ça redonne du sens aux soins. Dans le domaine paramédical, les infirmières écoutez le patient, ce qu'elles n'ont pas le temps de par les conditions pratiques, ça redonne du sens à leurs soins. Voilà. Sauf que l'infirmière toute seule qui décrète de dire je voudrais avoir plus de temps pour accorder du temps, si sa structure ne lui permet pas de,
Sauf que par le biais des patients, la structure peut prendre en compte cette demande et dans ce cas-là, on change la donne. Et donc, il y a toute cette dimension qui est là. Il y a aussi une attente qui est forte au niveau de l'intervention des patients experts sur la formation des professionnels de santé. À tel point qu'il y a des patients experts, des patients ressources, on viendra aux définitions après, qui y interviennent. Et là où c'était tabou, comment se fait-il que quelqu'un de l'extérieur de la médecine intervient dans la formation des médecins? C'est quelque chose qui maintenant commence à rentrer. On parlait de révolution culturelle, donc ça ne se fait pas en 5 minutes. Alors, définition, c'est peut-être le moment. De quoi parle-t-on depuis quelques instants et ensemble? Il y a un consensus sur l'expérience patient. Expérience patient, patient expert, alors on pourrait se dire que c'est tout ça, mais l'expérience patient. Maintenant, tout le monde s'accorde pour dire que le patient, en plus de ses compétences acquises dans la vie, parce que tout le monde n'est pas un patient, vous êtes d'abord des aides, des professionnels dans votre domaine. Bon. Le patient acquiert des compétences dans sa maladie. C'est lié à sa maladie. C'est une maladie que nous, on connaît de par nos textes de médecine. Elle s'accroche avec une vie, elle s'accroche avec un parcours. Et par définition, s'il y a un syndrome carcinoïde, on peut les typer dans le bouquin. Le syndrome carcinoïde de M. X, ce n'est pas celui de Mme Y, même si la physiopathologie est la même. On a appris la physiopathologie, maintenant il faut qu'on intègre la physiopathologie à Mme X, à Mme Y. Et donc l'expérience patient, c'est quelque chose qui est maintenant bien reconnu. Ça n'a pas toujours été simple, puisqu'avant, c'était les mandarins. Le patient, son mot, sa parole, sauf qu'il a vécu des choses, il a une expérience. Par contre, le patient expert, voilà, ce n'est pas si évident que ça en termes de définition, à tel point qu'il y a des structures, je pense par exemple à la mienne, notre maison mère, c'est Unicancer, on n'a pas retenu le terme patient expert, on a plutôt retenu le patient partenaire. Et il y a encore d'autres thèmes qui existent. Vous voyez, alors expert, bien sûr, on sait que ça existe, mais il y a le patient auditeur, le patient formateur, le patient ressource, le patient ambassadeur. On a envie de dire, bon, c'est quand même. Alors, soit on se dit c'est embêtant parce qu'il y a trop de définitions, soit on se dit bah, c'est pas mal parce que c'est un cheminement. Alors, par exemple, voilà une fiche repère, parce que lançant cette dynamique, le groupe à laquelle j'appartiens, Unicancer, mais c'est transposable. Le patient ressource, c'est celui qui co-construit les programmes de recherche. C'est du lourd, des programmes d'aménagement architecturaux. Donc, c'est vraiment le patient ressource. Quand on discute de nouveaux bâtiments, on est censé l'interpeller. Le patient formateur, qui élabore avec les professionnels de santé, ce n'est pas une production autonome, mais des programmes d'enseignement et de formation. Vous voyez que là, on est dans du lourd. Patient coordonnateur, celui qui va animer un réseau de patients. On pourrait dire qu'il est patient expert qui coordonne. Bon, on peut dire aussi que c'est un patient coordonnateur. Patient père aidant. Et voilà, on a cette problématique. Il y a le patient, mais il y a tout son environnement qui accompagne le patient père aidant, qui accompagne d'autres patients dans leur parcours. Et il y a même, quand je parlais de structure médico-administrative, les attentes, le patient évaluateur, celui qui va aider à travers des audits, à travers des évaluations, non seulement à qualifier sa prise en charge médicale, mais aussi la prise en charge de l'ensemble du fonctionnement de l'établissement de santé. Alors, quelle que soit la définition, on l'a tous un peu dans notre tête, c'est l'envie de participer, l'envie de s'appliquer pour aller au-delà de son expérience personnelle, au-delà de son cas. Tout le monde ne peut pas être patient expert. On le vit puisque quelqu'un qui serait centré, et c'est plus que légitime, il n'y a pas de jugement sur sa maladie, n'aura peut-être pas la dimension pour passer au cran, je dis au cran au-dessus, mais il n'y a pas de hiérarchie, qui est de parler d'architecture, de programme de formation, tout le bazar. Quand on est concentré dans sa prise en charge, ça dépend aussi des étapes de sa vie. Le début, c'est peut-être pas pareil que la prise en charge une fois que la maladie est équilibrée. Alors, qui dit patient expert très impliqué dans ses actions d'accompagnement, de témoignage, qui peut être à côté d'autres patients, un patient qui va aller voir d'autres patients, un patient qui va animer un groupe de patients, un patient qui va interpeller les professionnels de santé, aussi bien ceux qui sont en formation que ceux qui sont en train de bosser. Pensez bien que ça remue tout ça, on vient d'en parler. Et donc, c'est une situation par rapport au passé un peu disruptive. Oui. D'accord, ça va entraîner des questionnements. Et si les gens qui à l'intérieur, si le patient aidant ou si le médecin qui veut porter cette thématique à l'intérieur s'imagine que tout va rouler tout seul, eh ben, il se plante. Le patient aidant, il va y avoir des montagnes à franchir et le médecin, il va être inhibé par la lourdeur spontanée et la culture antérieure.
Alors, on peut identifier quelques questionnements. Place du patient dans les soins et leur organisation générale. Quelle va être l'attitude des soignants à changer leur pratique? Je rêve que des patients arrivent en RCP. On me dit c'est pas possible, il y a trop de dossiers qui passent et tout le bazar. Comment trouver un équilibre en tout ça? Bon, patients qui participeraient à la rédaction de référentiels locaux, pas les référentiels internationaux, et encore quoique, mais bon, locaux, c'est compliqué. Prise en compte effective des avis, pas simplement faire de l'affichage. Culture médico-administrative de l'évaluation du changement. Pour que l'infirmière puisse se dégager du temps, il faut bien qu'on lui en accorde en termes de charge de travail. Pour que ce professeur truc que vous réclamez puisse être disponible, il faut peut-être aussi qu'on libère d'autres choses pour qu'il puisse revenir à l'écoute et écouter le patient qui, entre guillemets, le réclame, ou plutôt l'incite à participer à son parcours de soins, versus du patient qui est en situation plus classique, en attente de, voilà, ce qui est aussi un mode de fonctionnement respectable. Les ressources humaines, on va voir sur une diapositive les freins qu'il y a à la mise en place de ce patient. Quelle formation pour les soignants et le patient expert, vous avez cette expérience, peut participer à la prise en compte de la formation des soignants. Patient partenaire, voire même la question, bénévolat, il y a même une thématique, est-ce que la maladie est un métier? Est-ce que il y a des centres qui ont des patients experts qui sont salariés par l'établissement pour mettre en place cette expérience patient? Donc, vous voyez que ce n'est pas un long fleuve tranquille, c'est passionnant, mais il peut y avoir ces freins-là. De l'expérience à l'expertise, et le niveau emblématique, me semble-t-il, c'est cette université des patients qui va aller les amener à une formation diplômante. On est bien au-delà de l'engagement personnel, on est bien au-delà du bénévolat. Une formation diplômante, à ce titre, la Sorbonne, l'enjeu, c'est ça, c'est quand des patients transforment leur expérience du cancer, d'une tumeur ou d'une pathologie chronique, TNE font partie de ces pathologies chroniques, en expertise disponible pour la collectivité. Il y a cette notion de don de soi, mais qui doit aussi avoir des retombées positives et améliorer le système. Donc, vous voyez qu'il y a trois diplômes d'université qui sont préparés et qui rentrent là dans le cadre du patient expert, mais alors lui, labellisé par la fac, si je puis dire. Alors, mais ça, on va rester encore aussi dans des structures, dans des protocoles, dans des schémas très, très rigides. Est-ce que le patient dit expert ou qui a l'expérience doit encore se conformer à de la rigueur alors, il faut la rigueur, on est évident. Mais est-ce qu'on ne va pas encore canaliser en disant, alors, vous avez le droit de parler de ça, de là à là, mais pas plus loin, parce que c'est plus dans votre champ de compétences. C'est un peu ce qui est à craindre dans ce genre de définition. On va donner un beau diplôme. On sait tous que les diplômes encadrent. Sinon, ça devient difficile. C'est l'écueil. C'est un peu ça le problème. À mon sens, ça peut être un problème. C'est l'écueil de vouloir professionnaliser une démarche qui, à la base, part de l'implication. En même temps, comme on est au début d'un process, cadrer les choses, savoir jusqu'où, savoir aussi que pour le patient expert, je pense, mais ça vous pouvez en parler mieux que moi, c'est un engagement extrêmement fort. C'est aussi une problématique. Est-ce qu'il faut constamment revenir sur ça? Est-ce qu'il n'y a pas la volonté de s'échapper de sa maladie à un moment? Quand on est patient expert et qu'on s'implique, là, on peut dire qu'on est en plein dedans. Donc, les formations peuvent amener à cadrer. Ça dépend du rapport qu'on a avec sa maladie. Voilà. Ou alors, on l'épouse complètement et puis on vit que pour elle, comme on vivrait avec un conjoint. Et il y a un moment, il faut aussi faire des barrières en disant, OK, bon, j'ai ma maladie, moi j'ai ma pathologie, j'ai des patients qui me téléphonent, je fais abstraction de ma pathologie. Mon épouse me dit, sinon tu ne sors jamais de ta maladie. Et c'est évident, sinon je suis 24 heures sur 24, il y a des mails, il y a des SMS, il y a des coups de fil, on passe quelquefois des heures, Christine peut en témoigner bien plus que moi, des heures au téléphone avec des patients qu'on essaie de rassurer, qu'on essaie de diriger, qu'on essaie d'informer, et au bout du bout, c'est pour leur rendre service. Mais on ne peut pas faire sien de ce genre de ce genre de situation, parce que sinon, on ne s'en sort pas. Donc, je pense qu'il faut avoir, et comme vous, soignant, médecin, vous faites, je suppose, la barrière quand vous avez quitté le patient, on y pense moins, parce que sinon, vous passez votre vie aussi dans la maladie. Et je pense que la démarche du patient, ça doit être exactement la même, et on doit avoir sa pathologie,
c'est son petit coin à soi. Bon, on a nos plus, nos moins, nos hauts, nos bas. Quand c'est bas, on se soigne, on essaie on passe sa vie à remonter le moral des autres, donc on va essayer de remonter le sien, ce serait pas mal. Et puis quand on parle des autres, enfin, en tout cas en ce qui me concerne, je fais barrière avec ma maladie, ma pathologie, et je dis ok. Maintenant, on parle de monsieur machin, de madame truc, qui a ses problèmes et qui en discute. Je pense que là, il faut vraiment faire le... C'est pour ça qu'à la limite, on peut être patient expert pour n'importe quelle pathologie, à mon sens. Et pas que pour sa pathologie. Alors après, faire preuve d'expérience en termes de traitement, bien sûr, c'est qu'avec sa pathologie qu'on peut en discuter. Mais pour le reste, quelle que soit la pathologie, alors cette certification ou ces diplômes, est-ce qu'ils vont être je suis diplômé patient expert en TNE, diplômé patient expert en grippe aviaire, patient expert en Covid-19 Alors, c'est plus une formation générale sur le positionnement de patient expert. Alors, à la base, ça part toujours d'une pathologie et après, ça peut s'élargir, bien évidemment, parce que sinon, c'est difficile. Alors, moi, je voudrais ajouter, parce que quel que soit le nom qu'on donne, patient expert, et je pense qu'ils sont connectés, nous avons des patients ressources au sein de notre association. Enfin, ils ne sont pas patients ressources au sein de notre association. Nous avons des contacts patients qui vont pouvoir enseigner les patients. On peut les considérer comme des patients ressources, des points de contact dans certaines régions, parce qu'on ne peut pas en avoir partout, parce que tout le monde n'a pas envie de s'investir. Mais je voudrais apporter un point. On a un patient, des patients ressources, dans un centre unique cancer. Il est patient ressources, il ne parle pas du tout de sa pathologie. TNE, il est patient ressources pour entamer les dialogues, en particulier avec les étudiants en médecine, l'annonce d'un diagnostic, l'annonce d'une progression de la maladie, l'annonce d'une phase finale, etc. Et c'est un autre type de ressources. Donc ça permet à un patient de sortir finalement de son contexte de la maladie que sont les tumeurs non endocrines, mais d'être une autre forme de ressources. Et je pense qu'ils sont connectés, ils se reconnaîtront, ils pourront apporter ce que ça leur apporte et ce qu'ils pensent apporter aux étudiants en médecine en particulier. C'est pour ça que cette capacité, elle est difficile et remarquable de s'échapper de sa maladie pour s'impliquer dans des sujets plus transversaux, tels que vous venez de les nommer, formation, modification des établissements, des circuits de passage. Voilà, c'est tous ces thèmes-là. Alors, je voudrais juste amener un témoignage tout à fait personnel qui fait qu'effectivement, dans certains centres, on s'implique dans ce genre de choses. Dans le centre qui me suit, on vient d'installer des nouvelles salles pour la RIV, parce qu'il y en avait qu'une, et ce n'était pas assez pour tout le travail. Et on m'a demandé en disant, venez voir un peu, qu'est-ce que vous en pensez si on faisait comme ça et comme ça. J'ai trouvé ça absolument fantastique, quoi, que le médecin de médecine nucléaire m'appelle en disant, venez voir, on est en train de faire ça, mais qu'est-ce que vous en pensez? Je dis bravo, quoi. C'est quand même important. Et dans un autre cas de figure, on m'a demandé de faire part de mon expérience, parce que j'ai eu la chance d'avoir dérivé, pour former un autre centre, dans la même région, mais dans une autre ville, de rencontrer les gens qui allaient s'en occuper, de leur faire part de mon expérience. Bien en amont, alors. Oui, et ça, je trouve ça fantastique, quoi. Donc, on est vraiment dans cette thématique de l'implication du patient dans l'organisation des soins. D'accord, c'était pas. Dans ce cas bien précis, c'était pas votre perfusion. Quand est-ce qu'on va la passer? Non, pas du tout. C'était voilà. Qu'est-ce que vous pensez? On fait 3 salles maintenant. Est-ce que c'est comme ça? La décoration, il n'y a pas de fenêtre là, mais est-ce qu'on met des images au plafond, des trucs? Enfin, voilà, c'est important. Hein. C'est typique de ce qu'on passe de la culture où les médecins pensent que ça serait, quand je dis les médecins, l'ensemble hein, du staff, pense que ça serait bien que ce soit comme ça. Jusque maintenant, au fait, c'est les patients qui vont venir. Quelle est l'intégration dans mon établissement? On a des anecdotes comme ça. Alors, les détracteurs disent que c'est tellement anecdotique que ça ne vaut pas le coup, et en même temps, c'est hyper important. La couleur des murs, la composition des repas. On sait que, par exemple, les sondages de sortie, est-ce que vous êtes content, la cuisine, les questions sont déjà orientées. Est-ce que ça vous est arrivé chaud? Oui ou non? Oui. Mais la question, c'est pas est-ce que c'était bon? Est-ce que ça vous a plu? D'accord. Les couleurs qui rappellent la chimiothérapie, c'est parce qu'on a fait des études avec les patients qu'on s'est aperçu qu'il y a des couleurs qui rappellent certains protocoles qui sont vécus. On va peut-être essayer de les mettre en plus sur les murs, puisqu'on les met déjà en perfusion. Voilà. Alors, quelles sont dans ce cadre-là les pratiques et les perspectives?
La situation est contrastée. Le but, c'était pas de dire que ça y est, tout est beau dans tous les hôpitaux de France et de Navarre, tout va bien. Situation est contrastée parce que vous voyez que là aussi, je me suis basé sur un sondage de cet Institut français d'expérience patient. Dans 12% des établissements, enfin en tout cas des sondages, c'était 780 professionnels qui ont répondu, rien n'a été fait. Ça commence à peine 39%. Vous voyez que c'est d'accord, c'est déjà bien installé, un peu tel que vous venez de le vivre et de le raconter, c'est 10%. Donc le paysage est encore à compléter. Et quels sont les freins? On revient exactement à ce qui a été dit au début, la situation des personnels soignants, le burn-out, le stress, la surcharge, 58%. C'est ça qui est énoncé comme frein à la mise en œuvre, à la prise en compte de cette expérience patient. D'accord? Et ce sondage, c'est le seul que j'ai sceptique parce que ça augmente au cours du temps. Voilà, il y a eu différents sondages et malheureusement, cet item-là qui apparaît comme un frein à la mise en place de l'expérience patient et du patient expert, c'est le point numéro 1 et il augmente. Le budget et les ressources, bien évidemment, on ne fait pas de l'angélisme. Voilà. La formation est aussi un frein. En revanche, et le témoignage de M. Claron en atteste, de plus en plus, il y a la création de comités de patients, d'accord, il y a des mises en place concrètes. On a parlé de différents établissements qui sont plus engagés, d'accord. Plein d'établissements s'engagent là-dedans. Il y a même des startups qui tournent autour de ce concept. Et alors, j'ai appelé ça proposition commerciale, et ce n'est pas péjoratif, puisque ça peut être aidant à ce titre, mais il y en a peut-être d'autres. Je connais la plateforme Tomo qui met en évidence, enfin qui met en relation des patients aidants avec les équipes médicales qui fluidifient tout ça autour d'une plateforme numérique. Formation diplômante, je ne pense pas qu'il faille qu'on pousse à ce que ce soit. Je ne vous parle pas tant que vous n'avez pas votre diplôme. Oui, c'est pas ça, on n'est pas à la fac. D'accord. Intégration des patients partenaires dans le soin, dans l'enseignement, la recherche, dans la gouvernance, ça passe. Notre projet d'établissement a totalement intégré la participation. Ça va au-delà du malade au centre du truc, d'accord. Il faut qu'on dépasse un peu ce slogan. La mise en œuvre est difficile, mais ça paraît être une étape essentielle. On en parlait, c'est générationnel. Moi, c'est moi qui ai écrit cette dernière phrase. C'est une nécessité. C'est aussi une opportunité pour nos établissements parce qu'on prouve que ça participe à la pertinence des soins. Et puis, le premier point de vue, c'est que le professionnel s'arrête pour écouter le point de vue du patient. Oui, Et je pense qu'on vous l'a démontré, on le fait fait. ensemble. Voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'échanges. Je suis blessé au coude tellement il m'a donné des coups. Je le fais plus. Donc, on va prendre les questions dans la salle. Allez-y. Votre micro, pas. Parce que sinon... Ah oui, donc je voulais un petit peu abonder dans le sens de notre patient expert parce que moi, j'ai posé ma candidature pour l'instant à l'oral puisqu'il faut attendre 1 an après l'opération. Dans l'hôpital où j'ai été opérée, c'est de la pneumologie, donc on aura peut-être l'occasion d'en parler en aparté tout à l'heure. Je ne veux pas faire de mon cas personnel une généralité. Donc, en effet, au niveau de la parole donnée aux patients, ce qu'on m'a répondu lors de la première consultation avec ma chirurgienne, c'est moi qui parle, j'ai ma lettre, ma lettre de déroulement de consultation à faire. Donc, moi, j'ai l'habitude, ça revient aussi, je voulais rejoindre également ce que vous disiez, j'ai l'habitude de poser des questions parce que je suis à la fois patiente, juriste spécialisée en droit médical, et j'ai été aidante familiale, donc j'ai 3 casquettes. Donc, je n'ai pas l'habitude d'être attentiste. Alors, peut-être que je pose trop de questions, mais en tout cas, il vaut mieux en poser plus que pas assez ou pas du tout. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire. Maintenant, oui, c'est chiant, les patients qui posent des questions, parfois, oui. Certains médecins n'aiment pas, mais d'autres sont très ouverts, ça dépend. Voilà. Et puis, il y a des moments, peut-être, comme vous dites, ils sont peut-être passer une journée un peu difficile. C'est peut-être pas. Voilà, alors, j'y réessaie quand je revois la personne. Et puis, j'essaie aussi avec les autres médecins, selon les spécialités auxquelles j'ai affaire. Mais voilà, c'était un petit peu pour faire une synthèse des 2 interventions. Et d'autre part, comme je veux être patiente experte et que je ne veux pas rester non plus dans le pathos de ma pathologie au niveau psychologique, et j'ai pris contact avec la Ligue de mon département, qui est au Bourget, puisque j'habite Drancy. Voilà, donc pour avoir un suivi psychologique personnalisé, pour faire une sorte d'exutoire de tout l'impact psychologique, pour pouvoir aider les autres
Après, dans le cadre de ma fonction, enfin, future fonction, j'espère, qui sera acceptée, de patient expert dans l'hôpital parisien auquel j'ai posé ma candidature, au sein duquel j'ai été opérée. Après, voilà, il y a d'autres paramètres aussi de ma santé, d'évolution, mais voilà, donc c'était juste pour... désolée d'avoir interrompu le fil voilà. Bah, merci en tout cas de votre écoute. Merci. Ça colle. Dans mon établissement, quand on a créé ce comité patient, on a réfléchi avec des patients aux critères, non pas pour être trop restrictif, mais il nous a semblé que la notion du délai par rapport à la prise en charge aiguë, c'était quelque chose qu'il fallait non pas imposer, mais en fait conseiller. Parce que par respect du patient, quand il est en phase aiguë de son combat, c'est d'autant plus difficile de s'extraire. Et puis, on a à peine à demander à un patient qui est encore très impliqué dans la phase aiguë de prendre des positions sur l'aménagement de futures salles de consultation. Et c'est un peu trop loin pour lui. Donc, la prise de recul, là. Alors, comment en amont cette prise de recul? Est-ce que c'est du genre, non, on ne vous écoute pas, prenez du recul et circulez en attendant, il n'y a rien à voir, et votre expérience patient, vous mettez un mouchoir dessus? Ou est-ce qu'on vous annonce que c'est quelque chose sur lequel vous allez construire et la structure va capitaliser? Voilà. Moi, on me l'a imposé le délai de 1 an à partir de l'opération. Et par contre, j'ai quand même sorti 6 pages de début d'expérience en mettant phase 1 de mon parcours du combattant. Je l'ai donné à ma chirurgienne. Elle a lu les 6 pages. Au début, elle n'était pas... Puis après, quand je lui ai dit, ben, j'ai mis une bonne appréciation sur Google, sur l'hôpital, du coup, elle dit, ah bah oui, finalement, donnez-moi les 6 pages. Et ben, ok. Et ben, donc, elle ne m'a pas fait de retour, mais j'attends. Oui, on est bien d'accord. Bon, il se trouve que vous savez, je n'ai pas dit manipuler, vous savez discuter avec votre chirurgienne, c'est bien. Je vais peut-être juste prendre d'autres questions, juste une petite réflexion en vous écoutant. Je pense qu'on parle de 2 niveaux quand même un petit peu différents, quoi. C'est-à-dire qu'il y a le niveau clinique individuel, où je pense qu'on a un vrai, en tant que médecin, on a des vraies questions à se poser sur la question de la parole et de l'écoute. Et c'est là où je pense que les patients, alors peu importe qu'on les appelle experts, etc., mais enfin, dans la formation des étudiants, je pense que c'est majeur. Et que ce n'est pas suffisamment encore développé dans les facultés. Moi, j'ai un souvenir, quand j'étais étudiant, et on ne parlait pas de tout ça à l'époque, hein, c'était il y a 30 ans, hein, donc mais de mon patron de l'époque, j'étais externe, et qui nous faisait faire des jeux de rôle sur annoncer, alors c'était en diabétologie, annoncer à un jeune une découverte de diabète, donc un jeune qui était venu avec une acétocétose, donc à peine adulte, et à lui annoncer qu'il allait vivre toute sa vie avec cette maladie qui était quand même, enfin, qui reste extrêmement contraignante et qui l'était encore plus à l'époque. Et donc juste pour que l'étudiant se mette dans la peau, parce que globalement les étudiants avaient le même âge que le patient, et se rendre compte que du jour au lendemain, la vie changeait, quoi. Elle changeait, mais de façon radicale et dramatique. Et ça, je dois dire que ça m'a marqué pour toute ma carrière. Et je pense que on a une difficulté en tant que médecin soignant. C'est effectivement, il y a la question des moyens humains qui est majeure. Donc la question du temps. Mais je pense qu'on a aussi l'évolution globale de la médecine qui est de plus en plus technologique, de plus en plus d'examens. Les patients aussi sont demandeurs de cette technologie qui permet le progrès médical, mais qui quelque part, parfois est placée au-dessus de la question de la parole et de l'échange clinique. Et je pense que cette question de la parole et de l'écoute, elle est fondamentale et que c'est le premier niveau. Alors on peut après élaborer sur comment on fait avec des patients experts ou autres. Mais je pense que l'élément essentiel, et tu l'as un petit peu expliqué, je suis d'accord avec vous, le risque d'institutionnaliser, de faire des certifications, un truc comme ça. Après, ça revient cocher des cases et puis tout le monde est content, on passe à autre chose. Bon, c'est ça le risque, clairement. On l'a vu dans d'autres domaines. Mais je pense que quand même, globalement, l'intérêt de cette démarche, c'est ce qui a été dit, c'est en fait, parfois entre nous, on se dit, l'hôpital, qu'est-ce que ça tournerait mieux s'il n'y avait pas de patients? De la même façon qu'en tant qu'enseignant, l'université, ce serait vachement mieux s'il n'y avait pas d'étudiants, quoi. Et donc, en fait, la question, c'est de revenir
au départ, qui est que bah oui, l'hôpital est là pour les patients et pas pour les professionnels qui travaillent, de même que l'université n'est pas là pour les enseignants, elle est là au départ pour les étudiants. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut forcément demander leur avis surtout aux étudiants ou aux patients, alors surtout aux étudiants, mais qu'effectivement, on doit accepter que, bah oui, l'hôpital il est fait pour les patients et que sur certaines choses, il est impératif de revenir à ces fondamentaux, alors notamment sur bah, les structures, les organisations, etc., où je pense qu'on n'est pas très bon et qu'on a vraiment besoin de ce partage. Et je voudrais juste qu'on ne confonde pas tout à fait les deux sujets, alors même s'ils sont liés, sur la question un peu de votre expérience personnelle, de fait de dire, je suis un peu choqué effectivement que quelqu'un, un médecin, peu importe lequel, vous dise, bon écoutez, vous taisez, vous écoutez quoi. Enfin, la première chose que j'enseigne aux étudiants, et je pense que ça, c'est que enfin, tous les médecins connaissent ça, c'est un médecin américain qui, de la fin du 19e siècle, qui disait, écoutez le patient, il vous donne le diagnostic. Et ça reste vrai. Je veux dire, La plus de réponse 100 à la ans, question, plus de 100 ans après, ça reste vrai. Et la majorité des erreurs, je pense que mes collègues seront d'accord avec moi, la majorité des erreurs diagnostiques, c'est ça, c'est qu'on n'a juste pas écouté les patients. Et le problème, c'est que on a des étudiants, des jeunes médecins qui naturellement sont fascinés par la technologie. Les dossiers sont informatisés. Moi, je suis frappé dans mon service par le fait qu'il y a 10 ans, quand on arrivait dans le service, c'était un brouhaha permanent, les gens se parlaient, échangeaient, etc. Maintenant, c'est un silence total, tout le monde est devant son ordinateur. Et c'est une catastrophe. Et donc, je pense que si on peut faire évoluer avec vous ça, c'est de dire, OK, la technologie, OK, l'informatisation qui apporte des progrès, on ne va pas discuter de ça, mais que par contre, il faut qu'il y ait ce temps de parole. Et moi, il y a un risque que je vois un tout petit peu, parce qu'on l'a vu aussi sur dans d'autres domaines, c'est le fait que le médecin, parce qu'il n'a pas le temps, délègue. On le voit quand même un petit peu, on délègue l'écoute aussi. On est content, alors on aimerait bien que les infirmières écoutent plus, sauf que maintenant elles n'ont plus le temps non plus. Donc à qui on va déléguer finalement le fait de... bon, et je pense que déléguer, c'est pas bien, quoi, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez envie de discuter avec la personne qui décide, quoi. Enfin, je veux dire, ce qui est normal. Enfin, je veux dire qu'il y a un moment, bon... Et c'est vrai que, alors, ça a été mis en place, les consultations d'annonces, etc. Bon, parce qu'effectivement, pour aider, et je pense qu'il faut faire un petit peu attention. Je pense que c'est intéressant, mais qu'il ne faut pas que ça aille trop loin. Et que moi, je me place du côté, enfin, j'essaie de me placer du côté du patient. Il y a un moment où ben, le patient il a envie de voir la personne quand même qui est censée être le plus compétent et qui va prendre la décision pour pouvoir discuter directement de la sans décision remettre en cause avec la le qualité patient. de l'interne de 6e année Tout qui à est là fait, on est d'accord. et qui doit apprendre aussi. Non, mais je pense que C'est ce que je dis à toutes les c'est un vrai parce souci. que Le problème, c'est que sommes derrière, il des faut que nous, on arrive à trouver des organisations C'est qui ça. nous permettent de tout faire parce que, bon, voilà, enfin, moi Alors- comme les autres, je n'ai pas plus de temps. Alors, j'ai eu une autre expérience qui traduit quand même cette ouverture qu'on arrive à avoir, enfin en tout cas que moi je ressens, toujours dans la région où je suis soigné. On m'a demandé cette année de présenter mon côté justement patient, et dans le cadre d'une TNE, aux étudiants de 4e année. On m'a dit, tiens, il y a un amphi, ben, vous venez mercredi à 8h, et puis voilà, 2 heures, vous pouvez... Et en fait, j'étais très... Je me suis dit, bon, les amphis, je les ai connus quand j'étais dans l'amphi, hein, mais il y a quelques années. Et je me suis dit, mais ça va être un souk pas possible. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Et au bout de mes 2 heures, où j'ai dit, ben, il y en a une multitude qui sont descendus en bas de l'amphi, et on a discuté jusqu'à 11h30 en disant, bon, je suis désolé, j'ai piscine, il faut que j'y aille. Mais c'était presque ça. J'étais vraiment surpris de l'intérêt que ça apportait. Et donc, on a essayé de renouveler cette expérience. Mais je pense que les étudiants, mais ça, c'est vraiment un problème qu'on a, les étudiants découvraient que vous étiez une personne. Je mais je veux dire, le problème, c'est ça. Mais non, mais c'est vrai, je veux dire, le problème, c'est. Non, mais c'est pas un numéro de dossier, c'est juste que pour différentes raisons, on essaie de se mettre à la place du patient, il faut essayer de se mettre à la place du étudiant. L'étudiant en médecine, le soin, c'est pas forcément facile. Je veux dire, le métier de soignant, vous entrez dans l'intimité des gens, il y a le contact avec le corps. Enfin, moi, je vois les étudiants infirmiers, les premiers stages des étudiants. Enfin, c'est violent. Je veux dire, quand vous voyez des corps vieillis, abîmés, les selles, le pipi, etc. Enfin, je veux dire, c'est pas forcément quelque chose que des jeunes de 17-18 ans sont préparés à ça. Ça peut être assez violent. Donc, il y a une mise à distance qui se fait naturellement, mais qu'il faut que nous, on accompagne. Mais quelque part,
voilà, effectivement, ils sont concentrés sur, ils ont des tas de choses à apprendre, des choses très compliquées à apprendre sur la pathologie, les traitements, etc. Donc, ils sont concentrés là-dessus. Donc, pour eux, effectivement, il y a une forme de mise à distance qui fait que c'est, voilà, le patient est d'abord une pathologie avant d'être une personne. Bon, donc ça, c'est évidemment pas normal, mais c'est une étape dans leur formation. Et c'est vrai que dans nous, ce qu'on fait dans les services, moi, la première question que je pose aux étudiants qui ont vu un patient, c'est qu'est-ce qu'il fait comme métier? Si l'étudiant n'est pas capable de répondre à cette question, c'est qu'il n'est pas intéressé à la personne, il s'est juste intéressé. Donc, en général, tout ce qu'il a vu sur le plan médical, je le sais déjà parce que c'est effectivement dans le dossier informatisé, donc je m'en fous complètement. Mais par contre, de savoir qu'il a posé la question, donc il s'est intéressé à la personne. Et quand on s'intéresse à la personne, elle vous dit évidemment beaucoup plus de choses que quand on s'intéresse que, voilà, c'est constipé ou si elle a de la diarrhée. Mais s'il est à la retraite, tu fais comment? Ben, c'est passionnant. Alors moi, je montre aux étudiants, je veux dire, c'est passionnant parce qu'il y a des métiers qui ont disparu. Et moi, je fais souvent le numéro, parce que quand on fasse la visite, je me permets de le dire là, la visite hospitalière telle qu'on le faisait un peu mandarinale, c'est du théâtre, mais c'est du théâtre important pour tout le monde. C'est parfois du théâtre important pour les patients qui se sentent que, voilà, qu'on s'intéresse à eux, et c'est super important pour les étudiants, pour leur montrer justement qu'on s'intéresse aux patients, et que le patient, au-delà de la question de la maladie, il va vous raconter sa vie, et les patients ont souvent des vies passionnantes. Enfin, moi, maintenant, je pense que malheureusement, elle est décédée, mais enfin, moi, j'ai rencontré des patients qui avaient vécu la Révolution russe, enfin, Ouais, voilà, des c'est trucs, vrai. C'est riche ou des d'enseignements, tout ça. cheminots qui avaient connu les locomotives à vapeur, enfin bon, des trucs Ouais. faciles. Mais les gens ont des vies passionnantes, enfin, surtout les gens âgés, ont eu ont eu des vies passionnantes, et on sait sûr que ça change un petit peu la perception, et ça permet aussi, du coup, d'être un peu plus attentif à ce que le patient attend. C'est-à-dire que, bah oui, c'est pas juste la question de savoir si on va traiter de telle ou telle façon la maladie, mais c'est qu'est-ce qu'il veut, quel est son propre projet avec sa vie, son expérience, etc. Effectivement, peut-être qu'à, je sais pas, 75, 80 ans, il y a peut-être des choses où il a plus envie de certaines choses, et que bah, le fait de connaître sa vie et de sa expérience, du coup, on va écouter, on va dire, bah oui, effectivement, moi, Pour prolonger juste un petit peu ce que tu disais, moi, je vais parler de moi du coup parce que et puis il y a aussi un peu des autres médecins. Je pense qu'on a fait médecine pour une bonne raison. Mais fondamentalement, on veut aider les autres, les gens dans la souffrance et tout ça. Mais c'est vrai que les contraintes actuelles du système qui pèsent sur nous, alors je ne voudrais pas faire du sentimentalisme, mais c'est vrai que c'est difficile. Et la clé, c'est de nous redonner du temps. Parce que moi, je discute pas toujours avec mes patients, pas parce que je veux pas le faire, parce que derrière, il y en a 8 ou 9 à attendre, que si on est en retard, les autres sont pas contents. Enfin, vous voyez, il y a tout un tas de petits détails qui sont un peu bêtes, mais qui sont quand même réels à prendre en compte. Donc, nous redonner du temps, je pense que c'est important. Donc, c'est là où les aidants et tout ça, c'est peut-être pas si mal. Déléguer, ça a quand même cet avantage de nous rendre un peu il d'espace faut faire pour ça. attention à ce qu'on ne perd pas le Ouais. sens, quoi. Ouais. Et puis la deuxième chose, c'est pour revenir un petit peu sur ce que vous faites. Effectivement, moi j'ai été à l'INCa, je vois un peu ce que ça peut être la machinerie administrative. Bon, la vertu principale de ça, c'est de nous faire, nous, je pense, réaliser ce qu'on fait peut-être plus par fatigue, par paresse, je sais pas, on en a un peu marre au bout d'un moment, au bout de 10 ans, 15 ans de carrière, on va plus à l'essentiel. Et donc finalement, nous rappeler ce que c'est que notre rôle de soignant, moi je le sais, hein, il y a déjà des patients qui, des fois on se prend une petite lettre pas très agréable parce qu'on n'a été pas comme il faut, pas bien, parce qu'on était fatigué, on sortait de garde, on avait une nuit difficile. Bref, ça ne doit pas impacter la relation médecin-patient, mais on est des humains et ça impacte la relation médecin-patient. Donc c'est bien, je pense, et c'est pour ça qu'à mon avis, et vous voyez ce que vous disiez, toi tu dis, les jeunes, ils s'intéressent plus à ça. Je pense que c'est pas vrai. Par contre, effectivement, ils ont des communications qui sont complètement différentes et spontanément, ils vont peut-être oublier de le faire. Et la discussion que vous avez eue pendant 2 heures, mais c'est logique, c'est passionnant, discuter avec un patient de sa vie et de tout ça, ça nous permet souvent de beaucoup mieux comprendre quels sont ses objectifs. Donc vous, votre travail en tant que patient, c'est aussi des fois de nous rappeler tout simplement, ça va dans les deux sens. Et des fois, mais j'ai des patients, ils me sollicitent en me disant, mais au fait, là, on fait une chimio, mais quand même,
il y a ma fille, enfin, c'est la question un peu classique. Il y a ma fille qui se marie, est-ce qu'on pourrait pas annuler la cure de chimio? Et là, on rentre un petit peu dans l'intimité. C'est souvent aussi un moment de légèreté. On oublie la maladie, ça nous fait aussi du bien à nous, parce qu'on parle d'autre chose, en fait. Donc, voilà, ça va un peu dans les deux sens, mais je pense que la principale clé, c'est on l'oublie un peu, c'est ce côté tunnel. Vous avez raison, il faut réouvrir un peu les portes. Et deuxièmement, faut aussi d'un autre côté, il y a des patients, ils y arrivent très bien et ils viennent un peu nous choper. Alors, c'est pas le cas avec Ouais, tout le monde, bien sûr, je connais bien mes collègues chirurgiens, des fois, ils vont vraiment à l'essentiel. Mais c'est vrai que des fois, nous faire coucou, on peut pas parler un peu d'autres trucs, nous aussi, ça nous fait du bien. Donc voilà. Voilà, merci. Encore une intervention? Juste, je voudrais corroborer ce que disait Tiffaine tout à l'heure. Il faut aussi que les patients s'autorisent à dire ce qui ne va pas. Ah, c'est sûr. Parce que moi, j'ai des patients au téléphone qui me disent « Ah, la consultation, c'est patient de 5 minutes, j'ai rien compris. » Je dis « Mais t'as pas posé la question, t'as pas… On parlait effectivement d'un mariage où faire revenir des patients pour certains examens et pas avoir la consultation le même jour, etc. Le patient peut habiter à 150 km, on est sur une pathologie rare. Moi, je dis 150 km, il y en a qui font beaucoup plus que ça et qu'on fait revenir sur 2 jours. Alors que quelquefois, en le disant, je ne dis pas que ça va marcher à tous les coups, mais quelquefois, au moins lui signaler. C'est effectivement la peur de la blouse blanche, entre guillemets, hein, et de dire « Ah ben non, qu'est-ce qu'il va penser ?» En plus, souvent, ils font les questions et les réponses en même temps. Donc, ils disent « Ah ben non, 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 on va me dire non. » Je dis « Bah attends. » Et la prescription, en même temps, prescription médicale. C'est exactement ça. Et je pense que c'est un tournant puisque, au-delà des initiatives individuelles, hein, d'accord, un médecin, une équipe, quand les structures commencent à se dire que c'est un élément qui n'est pas là pour compliquer la vie ou simplement faire une écoute un peu charitable, mais un élément qui peut améliorer la performance du système, là, on change de dimension. Et ça rejoint ce que les Américains, je ne sais même pas le traduire, empowerment, c'est-à-dire que les patients doivent rentrer dans leurs choses et doivent revendiquer aussi l'accès, et toutes les questions sont à écouter et à traiter, effectivement. Bonjour, je rebondis sur ce que vous dites, parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, moi, je suis un petit peu étonnée sur le fait qu'on dise que le patient expert, c'est un élément qui peut améliorer le système. Mais moi, j'entends aussi beaucoup que le système peut aussi améliorer le patient. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de patients qui se réunissent à travers de groupes d'amis, de paroles, d'associations, et qui ont des vraies connaissances, mais qui en fait vont pas jusqu'à amener ces connaissances dans le milieu hospitalier pour plusieurs raisons, soit par peur de la blouse blanche, soit par manque de temps, parce qu'on est en traitement, on a des familles, on a des métiers, peut-être d'autres choses. Mais, et pour autant, quand on se regroupe entre patients, il y a vraiment des échanges qui sont très très riches. C'est plus que des trucs et astuces, c'est vraiment des vrais ça marche, des vraies transmissions de connaissances. Et moi, je pense qu'en fait, le système, il doit aussi mériter ces informations. Enfin, c'est aussi donnant-donnant. Et j'avais l'impression que depuis tout à l'heure, c'était un peu plus les aidants doivent mériter le système, mais les systèmes doivent aussi mériter les aidants, quoi. Quand je parlais de C'est juste que j'avais donnant-donnant l'impression que ça passait un et peu. pertinence et déficience, c'est exactement ça. Ouais. Quand on fait des trucs individuels, il faut gérer des tox individuels. Si on s'aperçoit qu'en prenant le temps de se baser sur l'expérience patient, ça va aider les patients, et comme par hasard, le taux de coup de fil individuel diminue, on a gagné grâce à l'expérience qui a monté les patients. Donc, Oui, c'est mais vraiment dans les deux c'est quand sens. même assez incroyable de devoir remplir des lettres de motivation pour pouvoir accompagner son hôpital par son expérience. Enfin, ça devrait être un échange, ça devrait être, on devrait avoir une vraie valeur, quoi, et pas, Ouais, mais le patient expert, pardon, enfin, peu importe son nom, C'est mais ça, oui. ce rôle-là patient, oui. on devrait nous appeler, on devrait venir nous chercher. Enfin, Je crois que c'est l'intérêt de cette structuration qui est peut-être voilà, sans doute à améliorer, mais c'est l'intérêt de cette structuration, c'est de permettre voilà, que ça, alors ça peut paraître un peu lourd et je pense qu'il faut le prendre avec précaution, mais c'est enfin, tout ce qui a été dit, c'est sortir de l'initiative individuelle pour faire en sorte que ce soit à la fois reconnu comme un besoin impératif et puis mettre en place les structures qui permettent de le faire
avec éventuellement, effectivement, quelques ratés au début, mais je pense que globalement, et puis on est aussi là pour ça, pour échanger, justement, c'est l'intérêt aussi de ces rencontres entre les associations et les groupes scientifiques. Je suis désolé, on va un tout petit peu accélérer parce que le déjeuner est servi, mais par contre, j'avais juste une question, et comme c'est une question assez précise, qui n'est pas tout à fait dans le cadre, je pense que c'est important qu'on y réponde parce qu'elle revient, je pense, assez souvent. C'est une question sur, je cite, les décisions étant prises en RCP, discussion en consultation avec son oncologue référent ou un interne revient-il au même? Alors peut-être, je vous fais une première réponse. D'abord, les RCP ne prennent pas de décision, hein, les RCP donnent un avis. La décision revient toujours à l'oncologue, au médecin référent. Et effectivement, alors ça c'est un avis personnel, je ne pense pas que ce soit, encore une fois, effectivement, la question n'est pas de remettre en cause la compétence ou d'un interne, mais bon, je pense que tout dépend des organisations médicales, tout dépend de quel stade de la maladie, mais c'est vrai que c'est assez logique que chaque fois qu'il y a un changement, et à principe, s'il y a eu un passage en RCP, chaque fois qu'il y a un changement de ligne de traitement, qu'il y a un tournant dans la prise en charge de la maladie, le fait qu'il y ait il me semble normal que le patient puisse en discuter directement avec effectivement la personne la plus compétente. Après, malheureusement, comme ça a été dit, la vie et l'organisation des services fait que ce n'est pas toujours aussi simple que ça. Et je rejoins un petit peu ce qui a été dit par plusieurs d'entre vous, et ça avait été abordé l'année dernière, on va dire, quand on avait fait la question du dialogue, voilà, je ne sais plus comment on avait intitulé ça, les difficultés, quand ça ne se passe pas bien, en gros. Et quand ça ne se passe pas bien, c'est comme toujours, il faut en parler, quoi. Et parce qu'on se rend compte que ça ne s'est pas bien passé, parce qu'on ne s'est pas bien compris, parce qu'on n'avait pas le temps, etc. Et qu'il ne faut pas laisser ça comme ça. Il faut y revenir en disant, non, la dernière fois, je suis désolé. C'est un peu, pour nous, c'est parfois un peu, on se sent un petit peu, c'est un peu désagréable, mais c'est essentiel pour pouvoir continuer de dire, la dernière fois, vous n'avez pas écouté, ou vous avez été trop vite, ou j'ai pas pu poser des questions. Et là, parfois, on s'en est pas rendu compte, effectivement, parce que, comme ça a été dit, on était pressé, on avait d'autres choses, etc. Et on a raté quelque chose. Et même avec beaucoup d'expérience, on continue de rater des moments, parce que parfois, c'est un rien, c'est une attitude. C'est un coup de fil au milieu de la consultation qui fait que le patient a l'impression que voilà, on l'a pas écouté. Donc, c'est des petits riens dont nous, on ne se rend pas forcément compte. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter, sans forcément, effectivement, être dans une démarche. C'est sûr que si vous dites que vous êtes dans le droit médical, ça doit crisper un tout petit peu vos interlocuteurs. Mais c'est l'effet robe noire. Voilà, c'est ça, c'est la robe noire versus. Mais bon, je pense qu'encore une fois, c'est des échanges humains, donc je pense qu'il ne faut pas hésiter à remettre, à en reparler pour que. Et c'est vrai qu'on est attentif à des tas de petites choses comme une attitude, une posture, un mot qui peut avoir une importance fantastique. Hein. On s'en rend pas forcément. Voilà, tout à fait. Et ça peut avoir des conséquences majeures. Ouais. Dernière intervention. Bonjour, je voulais juste vous dire, moi j'ai été soignée pour plusieurs cancers à Lyon, et il faudrait que vous m'expliquiez comment on fait pour parler, pourtant je n'ai pas ma langue dans ma poche. Dans le pôle médical, les nouveaux pôles médicaux qu'on fait, c'est je rentre un quart d'heure dans la pièce, un quart d'heure avant la prise de rendez-vous, j'insère ma carte vitale dans une machine qui va me donner un numéro, qui après va me donner, qui va me dire après d'aller dans le bureau de l'infirmière pour faire ma prise de sang. Ma prise de sang, après, je dois me retourner toujours avec la même feuille qui m'emmène d'un côté à un autre, qui m'a été donnée au début, qui me dit qu'après l'infirmière, la prise de sang, il faut que j'aille attendre devant le bureau 14, qui est le bureau du médecin. Le bureau du médecin qui me reçoit, qui me dit « J'ai bien eu votre prise de sang, j'ai donné la prescription pour la poche, c'est bon, on se revoit plus tard. » Après, il y a à peu près 10 heures, ça dépend à quelle heure vous prenez votre rendez-vous, évidemment. Vous allez dans un box, parce que c'est même plus une chambre maintenant, c'est un box où on est 15 lits séparés par une légère cloison autour d'un bureau infirmière au milieu, qui l'aide-soignante ou la TSH a nettoyé vite fait, mais alors super, hein.
Super, à nettoyer là où vous allez vous allonger pendant 4 heures, le temps de la prise de sang, le temps de l'injection et tout. L'infirmière qui passe toutes les 10 minutes, un quart d'heure, ou quand ça sonne, la machine sonne, parce qu'évidemment, tout est programmé pour que ça sonne, pour que ça soit terminé, pour qu'il y ait la deuxième poche de rinçage, des trucs comme ça. Quand vous osez enfin peut-être interpeller l'infirmière, mais vous n'avez même pas envie de l'interpeller, parce que la pauvre, il y en a 10 autres qui attendent. Et 10 minutes, voire un quart d'heure, voire des fois une demi-heure avant que la prise de votre injection se termine, vous avez déjà l'autre patient qui attend. Et ceci de 7 heures du matin jusqu'à 19 heures. J'ai essayé tous les horaires. Hein. J'ai essayé l'horaire du matin, j'ai essayé l'horaire de 16 heures, parce qu'effectivement, de 16 heures, il faut compter 4 heures pour que le... Moi, je suis désolée, j'ai plus envie de parler. Et quand je revois le médecin et que vous lui dites, vous avez fait un essai clinique, vous lui dites, voilà, j'ai remarqué que j'ai ça comme symptôme, mais c'est normal, ne vous inquiétez pas, on gère. Et vous n'osez même pas l'interrompre parce qu'elle est de bonne foi, parce que vous avez encore 2 autres malades qui attendent derrière. Merci pour ça, c'est absolument effroyable. C'est bon, mais d'où l'intérêt, je pense, de ce type d'initiative, c'est-à-dire qu'encore une fois, qu'on sorte de l'individuel et que là, sur ce type de... C'est un processus industriel que vous décrivez. Hein, c'est-à-dire qu'on a industrialisé. Alors, malheureusement, c'est que maintenant, on va sur les pôles, on fait des pôles. Alors, on fait un pôle digestif, on fait un pôle, et puis vous ne pouvez pas aller ailleurs. Vous savez, c'est comme d'autres secteurs de la société, c'est-à-dire que, bon, voilà, dans les hôpitaux, vous avez des consultants qui arrivent, qui vous expliquent, voilà, donc en gros, c'est quand même industrialisé, rentabilisé. Et donc, il y a un moment où, effectivement, il faut que les patients se regroupent et disent, ce n'est pas ça. Ça ne doit pas fonctionner comme ça parce que, effectivement, vous le dites bien, la pauvre infirmière, y compris le médecin, je veux dire, tout le monde est pris là-dedans. Faut quand même dire que nous, notre parole, même quand on dit, quand on nous pose la question, quand on dit que bon, ça va un peu trop vite, que c'est un peu trop concentré, que c'est pas terrible, de toute façon, tout le monde est sous pression, sous cette pression économique, budgétaire, d'efficacité, etc. Et donc, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que globalement, l'hôpital, il est fait, enfin, les structures de soins sont faits pour les patients et non pas pour, voilà, enfin, on ne fabrique pas des boîtes de conserve, etc. Et donc, il y a un moment où la boîte de conserve se rebellera jamais. En revanche, les patients peuvent peut-être, par le biais de ces organisations, dire, écoutez, ça ne va pas. Il faut que dans le circuit du patient qui vient pour sa chimiothérapie, son traitement, etc., il y ait des plages de temps pour justement qu'on puisse parler. Enfin, je pense que c'est par ce biais de discussion, et je pense que ça, vous l'avez évoqué, ça, je pense que c'est effectivement très très bien qu'on vous consulte sur la structure, parce que face à c'est des trucs. Très surpris que ça se passe. Je veux dire, encore une fois, moi, dans ma structure, un hôpital, parfois on discute avec des architectes, etc., pour des restructurations. Les architectes, leur problème, c'est où vont passer les conduites de fluide, etc. C'est est-ce que, dans le meilleur des cas, est-ce qu'on va pouvoir rentrer le lit dans la chambre? Parce que parfois, ils n'y pensent pas. Et on se retrouve parfois avec des... Voilà. Donc, si on peut progresser, parce qu'il y a, c'est pas sur l'architecture au sens dur, mais par contre sur le fonctionnel pour dire, attendez, quand vous faites passer les patients comme ça, c'est pas terrible. Nous, parfois, quand on nous consulte, on y pense, on ne pense pas à tout, et que c'est là où je pense... Quand on l'a vécu, on peut dire, voilà. Non, c'est mieux comme ça. Je pense qu'il y a une piste, vivement la création d'un comité de patients dans votre établissement, non pas pour avec des drapeaux de soie, mais quand le directeur comprendra que ça peut impacter sur sa certification et les budgets qui vont arriver de financement, ça pourrait décanter. Alors, mais en attendant, effectivement, alors malheureusement, avec cette histoire, il n'y a plus rien qui doit traîner sur les tables, plus rien qui doit traîner. Alors, l'information, ça les arrange bien, je suppose, on n'a même pas le temps de le dire. Il n'y en a pas. Bon, vous ne pouvez même pas vous renseigner. Ça prouve que le chantier est encore large. Voilà, je pense qu'on va peut-être, je reprends la casquette de modérateur. C'est juste pour rebondir, effectivement, pour moi, l'accueil du patient, ça commence par l'accès. Je suis suivie à Nantes, ils sont en train de refaire un nouveau CHU, donc ce qui est super, on pourrait s'attendre à des nouvelles technologies.
Et actuellement, à Nantes, par exemple, si on va aller voir un proche à l'hôpital, ou même nous, en tant que patients, on n'a aucun parking. Aucun parking. On paye le parking de Nantes Métropole. Là, le nouvel hôpital, je me suis dit, super, ils vont faire un parking, ça va être cool. Non. Non, ils se sont dit, vous allez prendre le tram. Alors, moi, j'estime que les transports, je peux conduire, j'ai 40 minutes, je vais à mes rendez-vous en voiture parce que les ambulanciers ont d'autres patients. Et effectivement, c'est maintenant pour aller dans le train, je me dis, j'ai 2 heures à aller à un rendez-vous, quoi. Et c'est là où je me dis, il y a un comité des usagers, qu'est-ce qui fait je ne regardais pas, merci. Qu'est-ce que fait le comité des usagers? Et du coup, si, je ne sais pas s'il y a des patients experts sur Nantes, j'imagine que oui. Quel est leur rôle en fait là-dedans, quoi? Enfin, je crois que ça a été lancé. C'est pas une mairie écologique, là, des écolos à Nantes, que ça, À ça Nantes, rentre en... écologique, je suis Non, pas sûre. je sais pas. Absolument, mais ça, Non, parce que tout ça, ça rentre en ligne de compte. Hein. je peux le Bah, confirmer. peut-être, mais C'est Notre-Dame-des-Landes, ah alors, oui, c'est Notre-Dame-des-Landes. oui, c'est Notre-Dame-des-Landes. C'est pas encore une ZAD. Non, ça pourrait rentrer en compte effectivement, mais je trouve qu'au moins un parking pour l'accès aux patients. Je me souviens d'une hospitalisation, 3 semaines d'hospitalisation, moment de Noël. Mon mari vient me voir. Putain, bah oui, marché de Noël, pas de place, 0 place. Donc il y a quand même les accès ambulanciers. L'hôpital a refusé d'ouvrir. Marie a tourné en rond pendant 1h30 pour retourner en fait. Enfin, donc il y a tout ça aussi. Et pour moi, ça commence dès l'accueil, l'accès en fait. À l'hôpital. Merci. Votre témoignage indique le chantier. Il y a du Et travail, juste pour c'est pas une conclure, critique, c'est nous du aussi, on a travail. eu la bonne idée de construire. Si on construit, on prend des parkings. Ces parkings, ben, les gens ne pourront pas venir. Et donc, ça nous a incité, parce qu'il y a eu la remontée des comités de patients, à créer des prises en charge coordonnées, c'est-à-dire on fait venir les patients une journée où on fait plusieurs examens. Il se trouve que c'est plus efficient aussi au point de vue médico-économique pour l'hôpital. Donc, vous voyez que c'est tout le monde s'y retrouve et c'est dans ces échanges qu'on a des pistes. Voilà. Merci en tout cas de votre participation. Il peut y avoir encore des échanges pendant le repas. Qui dit repas dit digestion. Alors, tout ce qui est question de digestion, vous retournez au premier orateur. Merci à vous. Voilà, donc merci pour ceux qui sont en distanciel. Donc, on fait une pause et on reprendra donc à 14h.